Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes avec une émission dont les romanciers sont les héros ce soir. Et moi, je m'appelle Françoise Bunel. 3 despotes morts ou vifs, Mouammar Kadhafi, Vladimir Poutine et Saddam Hussein, sont au cœur de 3 romans français de cette rentrée littéraire. Paradigme de l'illégalité et de l'impunité, anti-héros tragique, le tyran est un puissant matériau romanesque. Comment se traduit cette fascination dans le texte? On en débattra tout à l'heure, car tout d'abord, nous recevons Christine Angot qui domine la rentrée littéraire française de 2015 avec son dernier roman, Un amour impossible. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Arnaud Le Parmentier. Bonsoir Elisabeth. Et bonsoir Christine. Bonsoir. Angot, Un amour impossible, toujours chez Flammarion. Oui, je dis que vous dominez la rentrée, vous ne m'en voulez pas de vous attribuer cette position de surplomb, mais c'est vrai, en termes de vente et en termes d'amour, j'ai envie de vous dire, de la part de la critique et du public. Amour, démonstration, déclaration de bienveillance, Oui, d'empathie pour votre livre. Oui, c'est vrai que je remarque que oui, disons que ce que j'aime bien, c'est que les gens qui me parlent de ce livre, ils me parlent de leur lecture. Plus que de me parler du livre, ils me parlent de leur lecture. Et ça, pour moi, j'aime beaucoup, vraiment. Eh bien, après votre empreinte digitale, Arnaud Le Parmentier, qui est vierge, si je puis dire, en tout cas de lecture de vos romans, c'est la première fois qu'il y a un de vos romans, va vous en parler. Eh bien, vous allez voir. Tout de suite, votre empreinte digitale, ce qu'on dit de vous, ce qui transpire de vous sur Internet, c'est Marc-Antoine de Porrette. En tapant votre nom sur Internet, on découvre que vous vous appelez Christine Pierrette Marie-Clotilde Schwartz. Un nom d'auteur un peu long pour figurer dans la largeur des couvertures de vos livres. Christine Angot, plus efficace, plus incisif, plus médiatique. C'est sous cette identité que l'on retrouve votre site web christineangot.com, un temple qui répertorie tout. Vos livres, vos lectures ou votre lettre de soutien à la ministre de la Justice, Christiane Taubira. Et pour les plus curieux qui se demandent comment ça se passe quand vous écrivez un livre, la réponse en vidéo. Sur votre site, on peut également trouver un agenda de vos rencontres et des émissions auxquelles vous participez. En allant à la date d'aujourd'hui, je dois dire que j'ai été un peu choqué. Une séance de dédicace, mais rien sur 28 minutes. Votre hôte ce soir pour votre dernier livre, Un amour impossible. Dans ce roman, vous racontez la rencontre entre Pierre et Rachel. Leur liaison, leur amour, le fruit de cet amour, vous, Christine. Au milieu, vous entre eux, l'inceste, vous par eux, vous au travers d'eux. C'est bien encore une fois de vous qu'il s'agit. Votre vie, cette fêlure, votre corps et ses blessures, votre sang pour l'écriture. Inutile de le répéter, après une vingtaine de romans, chaque sortie de vos livres suscite passion et aversion, des haines parfois violentes. Sur Le Figaro, on peut ainsi lire une écriture spectaculairement catastrophique, un vocabulaire pauvre, une ponctuation mal employée. C'est un livre dur à lire tant il est mauvais. La critique vous déteste autant qu'elle vous adule, pourtant cette œuvre semble accueillie plus favorablement que les précédentes. Peut-être effectuez-vous une mue littéraire autant qu'identitaire. Christine Angot, ne seriez-vous pas en train de vous réapproprier le nom de votre mère? Et votre prochain livre pourrait-il être signé du nom de Christine Schwartz? C'est une question. S'il fallait changer la signature, il faudrait mettre Christine. Ça suffirait amplement. Ça suffit. Voilà. Reine Christine. Non, Christine, ça suffirait. Sur la façon dont vous écrivez, Christine Angot, vraiment concrètement, vous écrivez en musique? Non. Ah non. Non. C'est l'illustration musicale qu'on a vue là. Et justement, pour ce qui est de la ponctuation, c'est-à-dire la ponctuation, c'est le sens tel qu'il est ressenti intérieurement par le lecteur. Hein. Donc c'est sûr que si vous vous fiez à ce qu'on vous enseigne en dictée ou au cours, je sais pas, la ponctuation La dictée quotidienne préparatoire, en primaire, à l'école élémentaire. c'est sûr que oui. si vous appliquez ça, c'est pas ça que vous allez retrouver, qui est quand même un truc très très subtil, quoi, en fait. Hein. Mais on le voit en tant que lecteur, mais vous, quand vous écrivez, c'est-à-dire en tant que lecteur, on se laisse bercer par cette ponctuation qui vous désarçonne, vous fait voyager, vous fait comprendre à un moment inattendu le sens. Mais vous, dans votre écriture, comment vous posez votre ponctuation, vous vous laissez divaguer, vous savez précisément ce que vous allez mettre? J'essaye d'écouter. À l'oreille. J'essaye d'écouter ce que j'ai dans la tête. Et j'essaye, et puis vraiment, j'essaye d'écouter ça et de voir pour le lecteur, parce que vous savez, le sens de la langue, il est le même pour nous tous. Hein. On est empreint des mêmes choses, vraiment. C'est-à-dire qu'une phrase, tout le monde l'entend pareil, en fait. Hein. Donc,
d'après la ponctuation, suivant comment vous mettez votre ponctuation, ce ne sera pas les mêmes intensités de vagues. Ce ne sera pas la même vague, ça ne va pas résonner. C'est une question de résonance. Ça ne va pas résonner de la même façon selon que vous mettez un endroit ou un autre. Donc j'essaye d'écouter comment ça résonne. Comment ça sonne? Donc vous êtes dans l'oralité. Comment ça résonne. Mais vous êtes dans l'oralité ou dans l'écriture? Alors, dans l'écriture, vraiment, parce que si c'était dans l'oralité, ce serait plus comment ça sonne, en effet. Ouais. Et ça, c'est un piège, pour moi. Il faut que les mots deviennent une voix. Oui, c'est ça. C'est ça. Et une voix qui soit autant extérieure que intérieure. Jules Renard disait « il faut gémir, mais en cadence ». C'est la cadence qui compte. C'est ça? Oui, enfin, disons, faut vraiment que ce rythme soit partageable. C'est ça, surtout. Alors là, c'est partageable. Et d'ailleurs, vous dites... Parce que cadence, c'est-à-dire qu'on va tous marcher à la même cadence. Or... c'est pas militaire. Voilà, c'est pas militaire. c'est loin d'être C'est pour militaire. ça que la ponctuation est subtile, parce que ça ne peut pas être militaire, ça ne doit pas être militaire, parce que notre respiration à chacun n'est pas militaire. Il y a un auteur qui vous a inspiré sur cette ponctuation ou non-ponctuation ou ponctuation Non. Non. Surtout pas Marguerite Duras. Non. 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 C'est votre voix. C'est votre voix, Christine C'est Angot. notre voix, j'espère. Universelle. Vous cherchez l'universalité. Oui. En tout cas, par rapport à... Dans le cas de ce roman, Un amour impossible, à trouver une universalité dans l'expression de ce que peut avoir de très complexe un amour mère-fille. Par exemple, là, c'était ça. Ouais. Quand je fais une semaine de vacances, c'était autre chose. Mais c'était Semaine de un vacances, autre c'était type circonscrire d'universalité. Plus. Pas ça spécialement, c'était retrouver, essayer d'être avec une jeune fille qui est dans le vide. Voilà, c'était ça qu'il fallait que je trouve. C'est là que je voulais rendre présent sur la page. Là, en effet, c'est l'amour qu'on a pour sa mère. Voilà, c'est un sujet, en général, un sujet tellement évident que... Oui, on a tous une mère. Voilà, ok. Comme on a tous un père, vous le dites. Voilà, et c'est réglé et on n'en parle Et non, pas. en fait, ça n'a rien d'évident. Et puis, non, parce qu'il y a une évolution. Cet amour-là a une histoire. Au cours de la vie, c'est un amour qui a une histoire. Si on va dans votre livre sur l'inceste qui semble avoir détruit l'amour de votre mère, c'est très intéressant. Quand vous revenez de chez votre père, vous avez une phrase... Je ne sais pas si c'est ça, c'est beaucoup de choses... De conflits sociaux, quand même, qui sont là-dedans. Mais si sur la mort de votre mère, si vous vouliez commenter cette phrase que je trouve terrible, c'est votre mère qui vous parle. Après avoir vu ton père, quand tu rentrais à la maison, t'étais mal, je pensais que c'est parce que tu me retrouvais. Il y a grosso modo, il y a cet immense malentendu. J'avais perdu confiance en... C'était aussi, elle continue, elle dit, c'était aussi un manque de confiance en moi, bien sûr. J'avais perdu confiance en moi, en nous, en notre affection, en toi, etc. Donc c'est ça, c'est-à-dire c'est le manque de confiance c'est ça qu'elle dit à ce moment-là. Et c'est quelque chose de raté, qui aurait été rattrapable, enfin c'est pas de la polyfiction, mais de la... est-ce que vous avez l'impression d'une brisure à ce moment-là, que vous êtes raté définitivement et que vous avez mis 40 ans à récupérer ça? Le manque de confiance en soi, je pense que ça aussi c'est une chose universelle, qu'on soit agrégé ou qu'on ne le soit pas. On a l'expérience du manque de confiance en soi. C'est une chose, quels que soient les milieux, ça n'a rien à voir avec ça, le manque de confiance en soi. C'est un truc très... Ça peut se réparer par ça, mais tout le monde a l'expérience de ça. Ça peut être dans la cour de l'école, 5 minutes, une fois pendant une récréation, où vous avez su ce que c'était que de ne pas avoir confiance en vous. Ça peut être ça. Donc c'est vraiment partageable, cette question-là aussi. L'humiliation, la domination, la déshumanisation, l'objectivation de l'autre, c'est au cœur du livre. Et là, pour le coup, c'est un roman social, ou en tout cas un roman politique, ou en tout cas un roman qui porte un vrai regard sur les différences sociales qu'on ne peut pas franchir et abolir. Oui, et je pense que ça, on peut être enseigné justement si on part du sentiment et des sentiments et qu'on voit à quel point... ça se rencontre à cet endroit-là. Quand on vit une histoire d'amour, on se dit c'est formidable, je suis dans une oasis et je suis protégée du monde, de la violence, etc. Pas du tout, pas du tout. Et l'amour pour la mère, oasis s'il en est, qui paraît intouchable, ne l'est pas non plus protégé de ça. Il est dévasté. C'est pas qu'il soit dévasté, non, il n'est pas dévasté, mais en tout cas, il n'est pas protégé
de ce qui se passe autour. Vous voyez, quand vous voyez autour de vous des toutes petites choses, c'est des toutes petites choses, des gens qui sont gênés parce que tout d'un coup, leur mère, elle est fagotée d'une façon qui ne leur plaît pas, ou elle parle, elle n'a pas le bon accent. Elle n'a pas le bon accent, elle a fait une faute de français, etc. L'enfant est dévasté par la honte. C'est politique. Ouais. C'est pas l'amour, là, pour la mère qui est remis en question, c'est la politique. Mais l'amour, évidemment, tout ça, ça communique. Christine Angot, Nadia va vous parler d'un sujet qui vous tient à cœur. Oui, on l'a vu dans votre empreinte digitale et on se souvient tous ici de cette lettre que vous aviez publiée dans le journal Libération. C'était au moment de ce qu'on avait appelé la fillette à la banane. C'était cette gosse de 11 ans qui avait traité Christiane Taubira de guenon. Et la garde des Sceaux avait réagi en s'étonnant qu'aucune belle et haute voix ne se soit élevée pour dénoncer ça, pour dire que c'était dégueulasse. Et c'est à cette phrase que vous aviez répondu dans Libé avec ces mots. Nous n'avons rien dit parce que nous ne savons pas comment faire. Nous ne trouvons pas les mots pour expliquer la terreur qui nous saisit à la gorge, la peine radicale, une tristesse qui touche le fond. Ça, c'est en novembre 2013. Et puis depuis, des expressions de racisme, des enfants à la banane, de l'antisémitisme, il y en a eu plein. On a eu une ex-ministre qui a parlé de race blanche à la télévision. Il y a quelques jours, en plein Paris, une manifestation qui est organisée par le Ciel, qui est le partenaire du Front National. On a entendu les slogans « Najat Araba »,« Au bagne Taubira ». Il y a bien pire que ça. Et puis toujours pas de voix belle et haute. Pourquoi cette aphasie? Pourquoi est-ce qu'elle dure, cette aphasie que vous décriviez dans cette lettre? Parce que je pense que, si vous voulez, je pense que le relais c'est devenu, dans un sens presque plus compliqué, parce que le relais a été pris à l'intérieur des groupes politiques. C'est-à-dire que là, par exemple, prenons l'affaire Nadine Morano avec Race Blanche. Bon, Sarkozy vient d'appliquer la technique que Marine Le Pen elle-même a utilisée contre son père. Hein? Bon, voilà, c'est la même technique. C'est pareil. Donc, à l'intérieur d'une même parole, on nous fait le pour et le contre. On règle ça en famille. C'est un peu comme les relations tumultueuses de famille. Oui, enfin, je ne crois pas du tout que ce soit tumultueux. Je pense que c'est tout à fait harmonieux. Tout à fait harmonieux et tout à fait, je ne dirais pas concerté, mais enfin, personne ne tombe des nues. Personne. Sauf qu'on nous dit, ah là là, va des rétro Satanas, tu es exclu, etc. Juste pour comprendre, les écrivains, les artistes ne peuvent plus, ils n'ont plus aujourd'hui le devoir de... Quelle est leur responsabilité? Ça ne peut pas se faire comme ça, tout seul. Voilà, là, je ne sais même pas si c'est... Qu'est-ce qu'on va faire, là? La fille, elle est exclue, de toute façon. Bon, alors donc, on a une virginité, là, soi-disant, qui se refait... La virginité se refait tout le temps. Donc, là, en effet, on est... Quoi dire? Il y a un truc qui est empêché. Mais on va trouver. On va trouver. Ça, je vous le dis. Voilà. Voilà une bonne nouvelle. On va trouver. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Simplement, c'est pas tac dans l'actualité. Forcément, c'est pas le tac au tac. C'est pas la parole du politique qui, tout d'un coup, boum, réagit à un truc. Non, c'est différent. Mais je suis sûre, c'est pas possible autrement. On va trouver. On est en train de trouver. Rien n'est impossible, même s'il y a des amours impossibles. Exactement. C'est chez Flammarion, c'est le dernier roman de Christine Angot. Merci d'être venue en parler un tout petit peu de temps, mais c'était bien. Merci. Dans 28 minutes. Merci Christine Angot. Et je signale la diffusion en novembre prochain sur Arte du numéro de la collection L'Europe des écrivains consacré aux romanciers français. Et vous êtes au cœur de ce numéro de l'Europe des écrivains. Suite de cette émission où la littérature se coltine le réel, l'impunité, la domination, la violence, le mal, non pas à travers la figure du père maléfique, chère Christine Angot, mais à travers celle du tyran, quoique certains despotes aient été surnommés petit père des peuples. On pense évidemment à Staline. Pourquoi les tyrans fascinent-ils tant les romanciers et comment, d'un point de vue éthique, écrire sur eux? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Tyrannique, mégalomane, capable d'aller jusqu'au bout de l'horreur. Comment les dictateurs ont-ils basculé dans la répression et le pouvoir absolu? Des biographies ont cherché des réponses, des ouvrages ont disséqué les moindres recoins de leur vie. Mais aujourd'hui, des auteurs tentent une nouvelle expérience, faire de ces hommes tout-puissants des personnages de romans. Se mettre dans la peau de Mouammar Kadhafi, raconter à la première personne la folie du tyran libyen jusqu'à sa capture le 20 octobre 2011, c'est le parti pris de Yasmina Khadra. Je suis Mouammar Kadhafi, la mythologie faite homme. Je demeure la seule constellation qui compte.
Josette Elahi, elle, plonge le lecteur dans l'ombre de Saddam, avec un polar géopolitique dans l'Irak des années 70. Saddam Hussein est alors vice-président. Saddam Hussein est fidèle et généreux envers ses amis, mais impitoyable pour ceux qui osent se dresser sur son chemin. Le dictateur plongera l'Irak dans la répression et les violences de masse. L'écrivain Bernard Chambaz s'est lui emparé d'un personnage toujours au pouvoir. Vladimir Poutine est un des héros de son nouveau roman. L'histoire d'un homonyme du président russe qui se lance dans l'écriture de sa biographie. Il n'éprouve ni sympathie ni antipathie à son égard, même si ses yeux de phoque l'ont touché et si certains de ses actes l'offusquent. Les écrivains ont souvent été fascinés par ces dirigeants tout-puissants. Certains les ont servis, d'autres ont utilisé la littérature comme une arme contre un pouvoir totalitaire. Aujourd'hui, des romanciers proposent une autre approche. Jeux de rôle troublants, exofiction, peuvent-ils aider à comprendre d'où vient le monstre qui prend possession des despotes? Bonsoir à tous les trois. Yasmina Khadra, on est ravis de vous recevoir. Auteur de La dernière nuit du Reich, et c'est chez Julliard. À côté de vous, Bernard Chambaz, Vladimir Vladimirovitch, roman publié chez Flammarion, c'est la rentrée littéraire. Et Josette Elahi, L'ombre de Saddam, Saddam Hussein, bien sûr, paru un tout petit peu avant la rentrée littéraire, en juillet dernier, aux éditions Le Mieux. Bienvenue à tous les trois. On va évoquer donc ces questions de comment écrire et pourquoi exprimer cette fascination pour ces êtres a priori maléfiques, morts ou vivants. Mais on démarre avec une question d'un de nos internautes, oui, Nadia. La voici. Romancer une dictature et un dictateur ne comporte-t-il pas le risque de l'humaniser? Yasmina Khadra, effectivement, faire d'un dictateur un personnage de roman, est-ce que ça peut pousser le lecteur à avoir une forme d'empathie, une forme d'indulgence pour le dictateur? Et si c'est le cas, est-ce que c'est un problème? Ce n'est pas l'écrivain qui humanise un dictateur, c'est la nature. La torture, la cruauté, la férocité, la rapacité, la domination, c'est un caractère purement humain. Donc il ne faut pas s'étonner que ces personnages-là deviennent des personnages de fiction. Et puis moi je pense qu'il faut d'abord lire pour savoir ce que j'ai écrit. Je n'ai pas compati, je n'ai pas jugé, j'ai fait juste un constat. Vous dites une chose assez amusante. On va s'interroger évidemment sur les raisons, vos raisons à vous trois, pour vous être emparés de figures aussi impressionnantes, transgressives évidemment. Vous vous dites, mais j'étais jaloux de l'Occident. Il y a tellement dans la littérature occidentale de figures de héros tragiques, j'ai voulu moi aussi écrire et décrire un héros tragique. Ouais, la jalousie était votre moteur, Yasmina Khadra? Une prétention plutôt, oui. La prétention? Oui, s'attaquer à un personnage qui existe véritablement, que tout le monde connaît, et l'incarner, le faire parler à la première personne du singulier, c'est pas quelque chose de facile. Hein. Donc une petite identification. Pourquoi faut-il toujours... C'est une question. Non, il n'y a pas. Est-ce que je ressemble à des Allemands? Est-ce que j'ai les yeux bleus et les cheveux blancs? Et pourtant j'étais allemand dans l'équation africaine. J'ai été arabo-israélien dans l'attentat. Moi, c'est ma façon à moi de m'approprier un personnage pour le rendre le plus proche possible de la vérité. Bernard Chambaz, Vladimir Vladimirovitch, c'est l'histoire d'un homonyme. Votre héros est un homonyme de Vladimir Vladimirovitch Poutine. Quelle est votre relation avec la Russie et pourquoi ce choix d'écrire à la fois le journal biographique de Vladimir Poutine écrit par son homonyme et puis de décrire ce qui se passe en Russie en 2014? C'est le fond de l'histoire. C'est-à-dire que c'est, je dirais, la passion que j'éprouve pour ce pays, pour cette géographie, pour cette histoire, pour la neige, pour tout ce qui s'y rapporte. L'âme russe? Pour ce qu'on appelle l'âme russe, et dans laquelle je me retrouve pour une part, pour le goût de la poésie, pour le goût des fleurs, enfin, je ne sais pas, pour les berges de seigle au bord de la rivière. Enfin, ceux qui y sont allés en ont éprouvé le bonheur. Je souhaite à ceux qui n'y sont pas allés d'y aller à leur tour. Et en fait, le moteur de mon livre, moi, ça a été cet amour de la Russie, même si évidemment il est passé par la figure du président Poutine. Et ses yeux de phoque tristes? Alors, ces yeux de phoque, le jour où je les ai vus, ça, c'est dément. Le soir, comme tout le monde a pu les voir, enfin, je suis un des rares à avoir vu les yeux de phoque. Oui, le huitième de Le soir finale de l'élimination de l'équipe russe de hockey aux Jeux de Sotchi. Et là, les yeux de phoque, ça a été une épiphanie. Vous avez dit, je vais écrire sur Poutine. Oui, parce que j'ai cru voir dans ses yeux l'enfance. C'est-à-dire, il était complètement déconfit, dépité. On a été prêt à pleurer, ce qui paraît impropre à l'image qu'on a de Poutine. Et à partir de là, j'ai essayé de voir précisément
par la voie du roman ce qu'il en était. Absolument. Alors, le chiffre du jour Alors le chiffre du jour, concerne Saddam Hussein. Exactement, et ce n'est pas un chiffre, c'est une date. C'est le 13 décembre 2003, donc Saddam Hussein est arrêté près de Tikrit, il est hirsute, il est dans une cache, il ne ressemble absolument plus au tyran inquiétant ou traumatisant qu'il a été. Alors, Josette Elahi, à quel moment, à quel massacre, quel crime, le président Saddam Hussein devient-il le dictateur? À quel moment on devient finalement susceptible d'être le héros des romans que vous faites? Qu'est-ce que dans votre, la manière dont vous avez relaté la vie de Saddam Hussein, où est la bascule? Oui, ben, je dirais d'abord que j'ai écrit ce roman parce que j'ai vécu 5 ans en Irak et je n'ai pas écrit un roman de Saddam Hussein, j'ai écrit un roman de l'histoire de la présidence de Saddam Hussein, donc il est dedans. Hein. Alors vous me demandez à quel moment ça a basculé. Ben, je crois qu'à partir du moment, pour simplifier, où il n'était plus utile, où il était gênant dans la politique internationale. C'est-à-dire, vous le fixez quand, vous? Non, mais je crois que d'abord, est-ce qu'il a changé, lui? Il faut se poser la question, est-ce qu'il a changé, lui? Ou est-ce que c'est le monde qui a changé? Est-ce qu'il a changé? Je pense qu'il avait toujours les mêmes qualités et les mêmes défauts. Simplement, les révoltes contre lui, la puissance des chiites, des Kurdes, etc., l'ont obligé, aidé par les puissances étrangères, l'ont obligé à durcir sa politique et la tyrannie qu'il exerçait sur l'Irak. Puis il y avait le problème des Kurdes, hein, c'est quand même un casse-tête, hein, le problème des Kurdes. Et oui, puis, c'était pas facile non plus l'Irak. L'Irak, vous savez, c'est une création artificielle depuis les accords Sykes-Picot en 1916. Oui. Donc, quand on est historien de l'Antiquité, on sait très bien que le Nord, ce qui est mon cas, le Nord et le Sud ne vont pas ensemble. Alors, donc, c'est déjà, pour arriver à tenir un pays comme ça, c'était déjà très difficile. Donc, de son point de vue, il n'y a pas eu véritablement évolution, mais du point de vue, c'est le monde qui a changé. D'accord. Voilà. Au début, il était fréquentable, tout le monde le fréquentait lorsque c'était un rempart contre l'islamisme de l'Iran, contre le communisme également. Parce tout ça est dans votre livre, voilà, Josette Elahi. Alors, juste comprendre, quelle est la distance de l'écrivain, du romancier, par rapport à son sujet? Vous avez écrit en 3 semaines, Yasmina Khadra, et en transe, dites-vous, La dernière nuit du Raïs, vous vous appropriez le personnage, vous écrivez une forme de ventriloquisme littéraire. Bernard Chambaz, vous usez d'un alter ego, qui est donc cet homonyme, et puis effectivement, dans le cas de votre roman, Saddam Hussein appartient à la toile de fond, en quelque sorte, du décor du roman, qui est un roman polyphonique sur plusieurs décennies. Comment ce choix de la première personne ou de l'alter ego se fait? C'est une question éthique? Prise de risque? Écrire à la première personne? Oui, certainement, c'est un grand risque. Enfin, pour ne pas sombrer dans le ridicule. C'est-à-dire, si j'avais raté mon coup, j'aurais été vraiment un grossier écrivain. Ouais. Mais je pense que quand j'ai voulu écrire ce livre, je l'avais déjà construit pendant 2 années dans ma tête. Je ne me sentais pas en mesure de l'écrire. Donc j'ai beaucoup hésité parce que c'est quand même un terrain miné. Et puis c'est venu d'un seul coup. Je me suis senti capable de rendre ce personnage. Mais il n'y a pas d'éthique. C'est juste... moi, je voulais... Tout est possible en littérature. Bien sûr, tout est possible parce que c'est la liberté de l'écrivain. Sauf que les écrivains, ils interviennent dans un contexte politique, en général dans un contexte où on a été... en Occident, face à des ennemis de l'Occident, dans une diabolisation médiatique. Moi, je voudrais savoir, c'est un peu, est-ce que se mettre à la place de ces personnages, est-ce que c'est expliquer leur point de vue, donner à comprendre, donner un peu plus de tolérance, notamment sur Vladimir Poutine, dont beaucoup disent qu'on ne comprend pas la Russie, Bernard Chambaz. Oui, oui, tout à fait. Moi, je n'ai pas parlé à la première personne, d'abord parce que c'est plus facile à faire avec un mort. C'est-à-dire on peut parler à la première personne à la place d'un mort. Parler à la première personne à la place de Poutine, ça me paraissait impensable. On peut être démenti par les faits. Entre autres. Après, je pensais que cette histoire de double, cette construction du double était parfaite parce qu'elle a donné peut-être 2 versants de ce que vous avez appelé l'âme russe. Et puis le Poutine, moi je suis un peu surpris malgré tout de voir que la Russie fasse peur, qu'il y a une espèce de
de peur, d'inquiétude par la Russie. C'est la Russie qui fait peur ou c'est Vladimir Poutine qui fait peur? On a peur de qui, nous, en Je France, pense par que exemple, Vladimir Poutine n'est qu'un certain symbole et une certaine illustration de la Russie, et que la peur de Poutine est la peur dite d'une peur non dite qui serait celle de la Russie. Donc vous entrez dans le débat politique via la littérature, ou pas? j'ai le sentiment, oui, je le prendrais volontiers comme un compliment, mais j'ai le sentiment de faire un travail de romancier. Après, si ce roman, que vous en ayez une lecture politique, et d'ailleurs je ne sais pas laquelle, pourquoi pas. La seule chose qui, moi, me soit apparue pendant que je l'écrivais, c'est-à-dire, ça a été nettement plus long que Yasmina Khadra. Que les 3 semaines de transe. Moi, ça a été un peu plus d'une année de transe, mais j'avais l'impression d'être au cœur de l'histoire, dans l'histoire. Et j'étais vraiment aussi impressionné par tout le déluge. Vous êtes aussi bien placé, sinon mieux que moi, pour le voir et le savoir, tout le déluge d'informations auxquelles nous sommes tous confrontés, y compris venant de la Russie. Alors homonyme. justement, on a des images. On a des images, donc un dictateur, voilà, exactement. Un dictateur doit être un héros, un surhomme. Il met en scène sa force physique. Donc on regarde Vladimir Poutine dans ses nombreux exploits sibériens. Donc là, il nage, il est parfois à cheval, il fait du LM avec les oies sauvages, il terrasse les tigres. Est-ce que Bernard Chambaz, les Russes aiment le surhomme Poutine, ou est-ce que c'est nous qui fantasmons sur Poutine et aimons à reprendre ces images de propagande? Je ne sais pas si vous les reprenez, je ne sais pas si vous fantasmez. Moi en tout cas, moi pas du tout. Mon goût du sport fait de toute façon que je ne fantasme pas du tout sur ces images-là. Après, elles sont... Après, elles ont effectivement un fort écho en Russie. En Occident ou en Russie? En Russie, elles ont un écho... C'est-à-dire, elles n'ont pas le même écho. Ce qui est étrange d'ailleurs, c'est qu'elles n'aient pas le même écho en Russie et en Occident. C'est-à-dire qu'en Russie, globalement, il est tout à fait apprécié pour ces images qu'il donne. D'ailleurs, ne le prenons pas pour un idiot. S'il n'était pas apprécié pour ces images... On changerait d'image. Il est un peu grossi, là. Oui, mais donc il y a un regard différent. Et ici, en général, quand on montre ces images, ça nous fait ricaner, pour le moquer. Oui, pour ricaner, pour le moquer. Mais au-delà même de la moquerie, il y a une idée peut-être plus, comment dire, je ne veux pas dire sournoise, mais plus cachée, qui vient d'en dénoncer une espèce d'apparence, et justement celle d'un surhomme ou d'un pseudo-surhomme qu'il n'est pas. Alors justement, parlons, là on parle du corps de Vladimir Poutine, comment donne-t-on chair, avec des mots, au corps du tyran? C'est très important. Dans votre roman, Yasmina Khadra, le corps abîmé, le corps, je ne veux pas raconter la fin, enfin on la connaît, mais je ne veux pas raconter la fin absolument lyrique et hallucinée de Kadhafi, telle que vous la décrivez ou telle que vous l'imaginez. Comment donne ton corps à ce corps, précisément, avec des mots? Le corps qui est très important, un corps débordant d'appétit et de désir et de passion. Ça a été vraiment un défi. Ouais. Parce qu'on a vu les images. Est-ce que le verbe est capable de les reproduire? Est-ce qu'on peut mettre l'émotion qu'on a sentie ou ressentie? Ça a été tout simplement le travail de romancier. Mais pour revenir un petit peu, pour rebondir sur la question tout à l'heure, c'est que nous sommes les victimes des stéréotypes, de la rumeur, de la diffamation. Quand on n'aime pas quelqu'un, on peut le défigurer de n'importe quelle façon. Donc on présente l'autre comme un monstre. Saddam Hussein, par exemple, c'était quelqu'un qui était très respecté, qui était aidé par l'Occident. On déroulait le tapis devant lui. Et puis... on l'a même utilisé contre l'Iran et puis par la suite, il est devenu un tyran. Moi, je suis un romancier, j'essaie d'être honnête avec moi-même et avec mon lecteur. Je n'ai pas d'informations à vendre, je n'ai pas de désinformation à vendre, je n'ai qu'un univers à proposer aux gens. Saddam Hussein avait aussi un corps incroyable, il y avait des sosies, il était lui aussi insaisissable. D'où peut venir cette création des sosies tout d'un coup qu'on voit apparaître? Alors ça, c'est ce qu'on raconte. Moi, je suis historienne, alors il me semble que pour le moment, on est dans l'histoire immédiate ou le journalisme. Je crois que le travail d'historien, il faut attendre encore, parce que Saddam Hussein a été exécuté le 30 décembre 2006, donc ça fait 8 ans et demi seulement, et l'après Saddam n'est pas terminé. Alors, il arrive que les despotes dont nous parlons se prennent pour des écrivains. Je vais vous proposer un exemple, un type au nom d'infection mortelle. Il s'appelle Sapar Murat Niyazov et il est corrigé par notre ami Thibault Nolte dans Bang Bang. Regardez.
Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Alors que les dictateurs sont de glaçants sujets littéraires, le tyran turkmène Sapar Murat Niyazov était lui-même l'auteur d'un glaçant objet littéraire. Alors faut-il pilonner Sapar Murat Niyazov? Sapar Murat Niyazov était président à vie, Premier ministre, chef de l'armée et chef du parti unique du Turkménistan après la gamelle soviétique. Un potentat illettré dont le désir suprême était d'être reconnu comme génie. Une ambition qui a été le point de départ d'une œuvre cosmique, le Ruhnama. Le Ruhnama, le livre de l'âme, est un gloubi-boulga méditatif de 400 pages, à la fois testament spirituel, guide de conduite, fondement des arts, réflexion sur l'identité turkmène et manuel d'histoire révisionniste. Les Turkmènes y apprennent notamment qu'ils ont inventé la roue et l'écriture. Sapar Murat le satrape a fait supprimer l'algèbre, la physique et le sport à l'école, remplacé par la lecture de son livre. Les Turkmènes doivent le connaître par cœur. Il sert de quiz aux fonctionnaires et d'épreuve du permis de conduire. Pour les distraire, un monument géant en crachouille des extraits à 20h pétantes. Niyazov est mort en 2006. Son successeur, écrivain pataphysique lui aussi, prépare un livre de l'humanité qui doit remplacer le Ruhnama. Une demi-tragédie au fond, puisque Niyazov avait pris la précaution de faire placer un exemplaire de son monument littéraire en orbite grâce à une fusée russe. Sur Mars, après l'eau, la NASA trouvera peut-être le Ruhnama. Merci Thibault Nolte. José Telayi, Saddam Hussein, écrivain méconnu. Voilà, absolument. Il a écrit 4 romans et plusieurs recueils de poèmes. Le dernier, oui, en particulier une histoire médiévale, une histoire d'amour médiévale qui a été traduite aux éditions du Rocher en 2003, Zabiba et le roi. Oui. On en a tiré une série télévisée en 20 épisodes, une comédie musicale. Par contre, le dictateur de Baron Cohen en 2012 ne s'en inspire pas, contrairement Très bien, merci pour la précision. Donc, voilà, donc il a écrit tous ses romans. On dit qu'il s'est fait aider, mais ça, je ne sais pas. On ne sait pas, les historiens trancheront, comme on disait tout à l'heure. Nadia, parlez-nous des femmes, des mères, des sœurs, des filles de dictateurs. Bah oui, parce qu'ils ont des mamans, ces hommes dont on parle. Ils ont aussi des filles et des sœurs, et elles sont assez fascinantes. Celles qui sont, ils ont des nièces parfois, celles qui sont fascinantes, c'est pas tellement les soumises ou celles qui vont faire leurs emplettes au bon marché en pleine guerre civile, c'est celles qui sont plus tyranniques que leur mari, fils ou père. On peut en citer plein, on va en citer 3. Une femme d'abord, une femme de dictateur, Agathe Habyarimana, qui était la veuve du président rwandais. On a appris, une enquête a révélé que c'est elle qui a été le point de départ du génocide. C'est elle qui aurait poussé son mari dans une logique d'épuration ethnique. Elle est même soupçonnée d'être impliquée dans l'assassinat de son mari. Une mère de dictateur à présent en Syrie. La femme forte, c'est pas Asma el-Assad, c'est Anissa el-Assad, la mère de Bachar el-Assad et femme d'Hafez. Elle est surnommée Anissa el-Khassissa, c'est-à-dire Anissa la vicieuse. Wikileaks a révélé qu'elle a joué un rôle éminent dans la guerre et que c'est elle aussi qui a poussé son fils à réprimer la révolte dans le sang. Et une fille d'eux, elles sont bien aussi les filles d'eux, Gulnara Karimova, c'est la fille du dictateur ouzbek. Elle est surtout connue pour son clip avec Gérard Depardieu que vous avez vu peut-être. Elle est aussi surtout connue parce qu'elle est soupçonnée d'avoir pillé les trésors du musée national. Elle parcourt le monde pour jurer que son père n'est pas un dictateur alors qu'il est accusé de faire bouillir les opposants jusqu'à la mort. Bernard Chambaz, j'ai regardé, il y a très peu de littérature sur ces femmes, sur ces filles, sur ces mères de dictateurs. Est-ce que les despotes femmes sont des sujets moins inspirants que les hommes ? Moi, je n'ai pas vraiment d'avis sur cette question précise. Moi, j'ai rencontré dans les romans précédents, et je m'attache plutôt aux femmes merveilleuses. Dans le dernier, c'était la femme de Lindbergh qui m'avait davantage touché que Lindbergh lui-même, et même la femme du président Theodore Roosevelt. Là, j'ai été touché par la femme de Poutine. Et par exemple, quand on sait des images aussi, et je raconte cette scène, je n'y étais pas, mais j'en ai vu les images et vous pouvez les voir, tout le monde peut les voir. Quand ils annoncent ensemble, ce qui a un côté surréaliste, leur divorce. C'est un peu de répudiation. Leur séparation. Oui, et en même temps, elle est là à côté de lui, elle me fait une peine infinie. Elle est comme une espèce de poisson dans un aquarium. Elle prononce les mêmes paroles que Poutine à la télévision, alors qu'elle est en train de se faire, en quelque sorte, congédier. En même temps, sur Poutine aussi, comme quoi tout est toujours quand même très compliqué, il ne s'agit pas de distribuer des bons points et des mauvais points, ça n'a strictement aucun intérêt, aucun sens. Mais j'ai été aussi amené à remarquer
quand je l'ai un peu suivi, essayé de comprendre ce qu'il était comme agent du KGB à Dresde, parce que tout ça fascine. Moi, au début, quand je m'y suis mis, on m'a dit « Poutine, agent du KGB, tu vas apprendre des trucs terribles ». Et en fait, l'agent du KGB... Rien du tout. Il s'ennuyait, c'est les carnets gris dans votre bouquin, il s'ennuyait. Un petit travail de rien du tout. Oui. Et là, il a deux filles, et ces deux filles, au moins donc tact, vous trouverez difficilement des photos d'elles. Il les cache Non, il ne les cache pas, il les laisse vivre. Il les laisse vivre, donc ce méchant dictateur est pas si dictateur que ça. Ah, c'est le mot politique de la fin. Une dernière question à Yasmina Khadra. Là, votre point de vue sur la Libye, point de vue du romancier ou point de vue de l'homme, ou de l'observateur ou du citoyen, point de vue sur la Libye après Kadhafi et sur le chaos. Je crois que le terrain parle de lui-même. Hein. Quel chaos, quelle tragédie, quel cataclysme. L'intervention contre la Libye a été tout simplement d'une maladresse abyssale. Et bien sûr, la Libye n'est pas la seule en train de prendre feu, mais elle menace d'enflammer toute la région et en particulier l'Afrique du Nord. C'est terrible. Merci à tous les trois. La dernière nuit du Reiss, Yasmina Khadra, Vladimir Vladimirovitch, Bernard Chambaz et l'ombre de Saddam, Josette Elahi. Merci d'être venus dans 28 minutes. L'émission continue avec Xavier Mauduit, Jean-Mathieu Pernin, apprenti romancier pour le moment, qui propose un point de vue malicieux sur l'histoire et l'actualité, mais ce sera après Désintox. La brigade de vérification des faits, ce soir, revient sur Ronald Reagan, un héros de Donald Trump qui perd la mémoire. Regardez. L'édification d'une réputation en politique passe parfois par quelques détours du côté de la légende. Aux États-Unis, dans le camp des Républicains, on raconte comme un fait d'armes fameux le deal qu'aurait passé Ronald Reagan avec les parlementaires démocrates au début des années 80. Contraint d'accepter une hausse des impôts, le très libéral président américain aurait exigé en retour des coupes massives dans les dépenses. Pour $1 de hausse d'impôts, le Congrès devait couper $3 de dépenses publiques. Et évidemment, le valeureux président aurait été floué, les démocrates dépensiers n'ayant pas honoré leurs promesses. C'est du moins comme cela que Reagan raconte cette histoire, notamment dans ses mémoires. Alors que la campagne pour les primaires républicaines bat son plein, le Washington Post est venu récemment torpiller ce mythe. Le premier problème est qu'à l'époque, le Sénat était contrôlé par les républicains. Et Reagan rencontra dans son propre camp des partisans d'une hausse d'impôts pour réduire le déficit causé par l'explosion des dépenses militaires et les cadeaux fiscaux qu'il avait décidés. Reagan accepta donc près de 100 milliards de hausse d'impôts et exigea en effet 300 milliards d'économies en échange. Il s'agissait de couper dans le budget des administrations, mais pas seulement. Une bonne part des économies, plus d'un tiers, était attendue de la réduction des intérêts de la dette. Et au final, le Congrès n'a effectivement jamais voté 300 milliards de réduction des dépenses publiques, car Reagan a simplement oublié qu'il n'en avait jamais été question. Merci Désintox. Les voici, l'historien, le journaliste, les faits décalés, le présent grâce au passé. On commence avec vous, Xav. Bonsoir. Alors, bonsoir Xavier. Bonsoir Jean-Mathieu. Bonsoir. Alors, Nadine Morano s'est exprimée le week-end dernier. Tout le monde s'en souvient, vous l'avez vu. La France est un pays de race blanche, a-t-elle dit. Et ça vous a ramené à 1853. Oui, 1853 et pas n'importe où, en Saxe, à Leipzig. Et là, il se passe quelque chose. Il a bien dit. Il parle bien allemand, hein, on est sur J'ai beaucoup travaillé à Leipzig. Et un livre paraît en 1853, il est imprimé là-bas. C'est un livre qui pourrait se traduire en français par « Symbolique de la figure humaine ». L'auteur s'appelle Carl Gustav Carus, c'est un médecin, ami de Goethe, et il essaye d'expliquer les races humaines par la rotation de la Terre. Alors on va faire un petit jeu, vous allez voir c'est facile, c'est à vous d'identifier la couleur. Donc il dit qu'il y a une race du jour. Quelle couleur? Blanc. Blanc. Voilà, la race nocturne. Les noirs. Les noirs. C'est facile, hein. Une race crépusculaire du matin. Jaune. Le matin, le soleil levant. Ouais, voilà, hein. Et puis la race crépusculaire du soir. Les peaux Brun, rouges, les les peaux rouges. Indiens. Les peaux rouges, voilà, la race rouge. On a révisé, hein. C'est logique, ça fait peur. Même joueur, deuxième manche, on continue. Alors là, Carus va un tout petit peu plus loin. Il dit qu'il y a une race du cerveau. Blanc. Les blancs, Joker. la race... Ça vous semble évident? Oui, moi je... Non, mais c'est comme incroyable, vous voyez, comme vous êtes Attendez, conditionné. laissez-moi gagner. La race de l'estomac. Les cannibales. Jaune. C'est les jaunes. Étonnamment, c'est les jaunes. La race des poumons. Rouge. Les rouges. Et la race du sexe. C'est logique. Noir. Et les noirs. Vous avez une oreillette, vous. C'est incroyable.
Alors, bien sûr, il faut replacer Carus dans son époque. Ce type-là est vraiment un homme du 19e siècle, au moment où se mettent en place Comme Nadine les Morano, théories c'est ça que vous voulez raciales. nous dire? Pas loin, enfin, je Ouais. commence à me poser la question. Mais oui, des théories raciales qui se mettent en place, notamment pour justifier de manière pseudo-scientifique la colonisation. Et tous s'y mettent. Hein. Le médecin français Paul Broca, lui, va identifier 20 types de nuances de peau, de couleurs. C'est très joli. Bertillon, pas le type des glaces, mais celui de l'anthropométrie, envoie 54 coloris. Voilà. Mais là encore, ce sont des types du 19e siècle. Et c'est pour ça que ce n'est pas étonnant que le général de Gaulle ait parlé en son temps de race blanche, parce que il est né en 1890, il a été baigné là-dedans. Il faut toujours replacer l'idée dans son contexte. Alors, petite chose pour terminer, aujourd'hui donc race blanche, bon, c'est un petit peu déplacé. Moi, je pense qu'il aurait été beaucoup plus rigolo de parler de blanchitude, pour faire écho à la négritude d'Aimé Césaire et de Léopold Sédar Senghor. Bon, même si avec Sédar Senghor, on ne joue pas dans la même catégorie. La négritude n'est pas fermeture sur soi, n'est pas racisme. La négritude est au contraire ouverture à tous les souffles du monde, à tous les apports des autres civilisations, car nous pensons que toute grande civilisation est métissage. Toute grande civilisation est métissage, c'est très juste. Il a raison. Jean-Mathieu, Oui, pas de alors. bras, pas de Sherpa au Exactement, voilà, un japonais amputé de 9 doigts tente l'ascension de l'Everest. Un aveugle arrive en haut du plus haut sommet du monde. Une fille de 13 ans tente l'ascension de l'Everest. Voilà les titres de presse que le gouvernement népalais ne veut plus voir. Alors on le sait, l'Everest pour les alpinistes c'est le Graal. Forcément, il faut affronter le plus haut sommet du monde. Mais surtout, il y a beaucoup d'amateurs qui tentent l'ascension. Et ça provoque énormément d'accidents parce qu'ils ne savent pas toujours réagir en milieu hostile. Et ça coûte très cher au gouvernement népalais qui a décidé d'agir. Alors avant d'affronter les 8848 mètres de Chubalunga, voilà, c'est le nom tibétain de l'Everest, je me permets comme ça, vous pourrez briller en société ce soir. Eh bien, il faut s'acquitter d'une autorisation de sommet, voilà, pour monter, qui coûte 18 000 €. Et c'est justement ce ticket pour le grand air que Katmandou veut réformer, afin d'interdire aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes inexpérimentées et surtout aux handicapés de gravir la plus célèbre montagne du monde. Alors c'est vrai que alpinisme et handicapé, comme ça on se dit, c'est pas très, très logique. Pourtant, On me dit qu'on dit Chomoloma. Chomalum, d'accord, très bien. Vous avez un Tibétain alors dans votre Oui, oreille, un Népalais dans mon oreille. et donc ils sont là. est Très tout bien. petit. Exactement. Donc, donc c'est voilà, pas donc, Brest. le problème c'est qu'en effet l'alpinisme c'est aussi de l'handisport. Et ça, le responsable du tourisme népalais n'en peut plus, tout simplement. Il a dit on doit se poser la question aujourd'hui si on doit délivrer des permis à des gens qui n'ont pas de jambes, qui n'ont pas de bras et qui ne voient pas. Avant de rajouter, c'est pas la discrimination, mais est-ce qu'on peut parler d'alpinisme quand on n'a pas de jambes? Oui, c'est vrai, parce que les Sherpas en ont assez de porter autre chose que du matériel, en gros, tout en faisant référence en 2006 où un Néo-Zélandais est arrivé en haut de l'Everest alors qu'il est amputé des 2 jambes. Voilà, c'est un exploit handisport. Alors il faut savoir que ce genre de réforme avait déjà été imaginé par le gouvernement népalais, mais ce sont les ambassades étrangères qui ont tout de suite mis leur veto en disant eh bien non, l'Everest c'est patrimoine universel, donc tout le monde peut y grimper. Mais cette fois-ci, Katmandou a décidé de frapper très fort du gant sur la table et ils ont dit qu'importe les questions économiques, on ne veut plus de gens inexpérimentés sur l'Everest, donc les neiges éternelles ont vraiment un prix. Katmandu. Merci vous deux, merci. Xav et Jean-Math. 28 minutes est terminé, à suivre sur l'antenne les 3 derniers épisodes de Témoins sous silence, la série noire norvégienne, pas pour les omelettes, je peux vous le dire. À demain, 20h05 avec le club. Tchuss, bis morgen.